Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM du lundi au vendredi. Vous êtes au tribunal de l'actualité, un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est un rendez-vous qui est d'ailleurs accessible sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le rapport de la commission technique d'élaboration des textes et de l'agenda de la transition désormais sur la table du président du Faso. Le document remis le 23 février dernier contient une proposition de charte et la durée de la transition. Il se veut une boussole pour la construction de l'œuvre de refondation annoncée par le MPSR. Pour cette convocation, nous allons en tout cas parler des attentes des Burkinabés dans ce processus de transition en cours. Et à la barre ce matin, nous avons Dr Adama Coulibaly. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour président et bonjour cher juge. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, en abrégé APP Burkindi. L'audition avec les juges, ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole pour votre avant-propos. J'ai deux avant-propos, je vais aller rapidement. Le premier avant-propos, c'est sur les propos de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, qui a été reçu sur une chaîne de télévision ivoirienne, NCI pour ne pas la citer, par rapport aux manifestations qui ont eu lieu effectivement à Kaya et qui ont bloqué le convoi militaire qui y passait. On se rappelle que cela avait défrayé la chronique, il y avait beaucoup de bruit tout autour, mais ce sont ces propos qui ont retenu notre attention. D'abord, il dit que c'est dans une bourgade, donc notre chef-lieu de région, c'est une bourgade, il a raison, on peut le constater cela, mais il dit, je cite, « Vous savez, avec ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Il suffit parfois d'un sandwich et d'un Coca-Cola et vous avez 2000 manifestants. » Donc, pour notre diplomate, ce qui s'est passé à Kaya, c'est bel et bien le fruit d'une manipulation. C'est une manifestation de jeunes désœuvrés et affamés à qui on a blagué avec des sandwichs et du Coca-Cola pour sortir bloquer un convoi militaire. Alors, c'est très bien, c'est sa lecture, et puis parce que c'est comme ça, il nous voit. Des gens qui sont affamés, qui sont prêts à vendre jusqu'à leur honneur, leur intégrité, et même peut-être leurs parents, pour peu. Donc, c'est une lecture qui est juste. Mais ce qui est bien également pour nous, c'est que jusqu'à présent, ces messieurs-là n'ont pas encore pris la pleine mesure de la situation, de ce que les choses ont véritablement changé. Et ce ne sont plus seulement des hommes politiques populistes en quête de popularité, ou de jeunes rastas désœuvrés qui cherchent de la popularité, ou de jeunes activistes, je ne sais pas moi. Non, c'est une prise de conscience d'une jeunesse, conscience des enjeux, une prise de conscience de ce que les choses sont en train de prendre une autre tournure, qui regardent ailleurs comment ça se passe et qui ont moins de complexe vis-à-vis de l'autre, qui s'expriment sans embâche et qui n'aient pas forcément besoin d'un mot d'ordre qui vienne de qui que ce soit pour pouvoir le faire. Je dis c'est bien pour nous, ça permet effectivement de prendre la température de la situation et de dire, sur cette question, on ne nous prend pas au sérieux. Mais comment est-ce qu'on se réorganise? Je pense que c'est beaucoup plus là l'essentiel. Il y en a qui sont choqués. Bon, ça peut choquer ceux qui se sentent, ceux qui comptent sur des manipulations, effectivement, pour sortir. Mais pour ceux qui sont sortis consciencieusement, je dis bien, c'est même bien. Parce que c'est une mauvaise appréciation de la situation qui est même bien. Parce que ces messieurs-là ne prennent pas jusqu'à présent en compte les nouveaux enjeux de cette jeunesse, des défis, des exigences de cette jeunesse-là, alors que les donnes sont en train de changer. Alors, s'il y a un conseil à donner à ces diplomates et à ces messieurs qui s'intéressent à l'Afrique, qui viennent de l'autre côté, c'est de s'actualiser, d'actualiser le disque. Parce que cette jeunesse est différente de celle de 1960, de 1970, des années 80 et des années 2000 même. Parce que nous sommes en 2022 et les lignes ont véritablement bougé et beaucoup de choses ont changé. Le deuxième avant-propos, c'est la suite de ce que j'avais dit hier, la Russie, avec l'annexion de l'Ukraine, c'est beaucoup plus d'ailleurs de bombardements, c'est une guerre qui est vraiment déclarée. Et quand on suit les médias, même les médias occidentaux reconnaissent que après l'invasion de la Crimée, la Russie s'était préparée
conséquemment par rapport effectivement à l'Ukraine. Parce que l'Europe crée également une crise énergétique. Vous prenez la France, c'est plus de 70% d'importation du gaz russe, c'est plus de 30% d'importation du pétrole russe, la Russie étant 3e producteur au monde au niveau du pétrole. Donc il y a également le blé russe. Donc la réalité aussi, c'est que sur les questions économiques, sur les questions stratégiques, c'est une Russie également qui s'est préparée par rapport à toute éventualité. Donc il y a une Europe qui n'est pas contente, mais qui doit aussi faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui tient des leviers qui peuvent à un moment donné effectivement faire mal. Déjà que quand on regarde les tendances, au niveau des marchés boursiers, les choses ont plongé. N'en parlons pas des autres aspects liés aux questions du pétrole et du gaz. Donc je pense aussi que c'est une Russie qui s'est préparée, mais pour les fins observateurs, l'annexion de l'Ukraine par Vladimir Poutine était bel et bien dans son agenda. Déjà en mai, un Burkinabé qui connaît bien la Russie, qui a étudié, qui connaît les questions russes, avait dit, vous voulez noter ou pas, ce qui est sûr, l'Ukraine sera annexée par la Russie, tôt ou tard. Et Poutine va le faire avant de terminer son magistère à la présidence russe. Il peut avoir des conséquences. Il peut avoir des conséquences grandes pour la Russie ou pas, mais c'était dans son agenda et il y tenait. Et il y est allé. Merci, Juge Bouma. Juge Var, on vous écoute. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner le Burkina Faso. Il y a le MPSR qui a procédé donc à de nouvelles nominations. On nous parle donc du colonel Ouedraogo Vincent de Paul Sindinso, qui est nommé chef d'état-major de l'armée de l'air, le lieutenant-colonel Béré Yves Sauté, je ne sais pas si je coche le nom, qui est nommé directeur central du génie militaire. Il y a l'intendant-colonel Onadja Joanie Blaise, qui est nommé directeur central de l'intendance militaire. Et je pense le lieutenant-colonel Yameogo François, qui lui est nommé directeur de la justice militaire. En tout cas, c'est bien. Ce qu'on a comme changement, je pense que ceux qui sont là, ce sont des militaires, avec évidemment le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba à leur tête. Ils font les choix qu'ils trouvent donc les plus efficients pour eux, pour des résultats probants. Mais il y a une donne aussi que moi je veux qu'on n'oublie pas. C'est que la guerre, elle coûte cher. La guerre, il faut de l'argent. Donc il faut une économie qui soit assez forte et qui soutienne derrière. Aujourd'hui, même avant que ce coup d'État-là n'intervienne, avec les histoires de remaniement qu'il y aurait, il y a eu un genre de léthargie. Parce que c'est comme ça, dans nos pays où les institutions ne sont pas si... voilà. Quand on apprend qu'il y aurait un remaniement, et à la façon dont le régime Kaboré était bousculé, les ministres avaient pratiquement arrêté de bosser, parce qu'on ne savait pas qui allait être changé, et tout, et tout le monde l'a remarqué. Il y a eu un coup d'État, et aujourd'hui, on est à un mois, en gros. Il y a un privé qui est en train de subir le contre-coup de tout cela. Parce que, quoi qu'on dise, là, quand on parle de marché et d'octroi de marché, celui qui commande, celui qui a la plus grosse commande, c'est bien l'État. Et quand la machine administrative elle est grippée, le privé, ça se ressent. Maintenant, quand demain on va vouloir faire des acquisitions et tout, on va compter sur quoi? C'est sur le paiement des impôts et taxes. Il ne faut pas fragiliser une économie, fragiliser un secteur privé avec des entrepreneurs et après se retrouver surpris qu'il y ait de l'incivisme fiscal ou quoi. Parce que quand vous êtes pris à la gorge à un moment donné, c'est ce type de choix-là, le type d'alternative que vous avez. Je pense qu'il faut que très vite, cette grosse machine-là se mette en branle. Parce qu'il y a un privé qui attend et qui est vraiment essoufflé. Bon, c'est mon avant-propos, je pense que ça c'est très important. Il faut qu'on bouscule, qu'on fasse vite les choses. Parce que, voilà, il faut que ça reprenne, les marchés continuent, les décaissements se fassent, on règle ce qu'on doit à un certain nombre d'éléments parce qu'il y a des passifs et tout. Il faut gérer cela, sinon on risque d'être pris au piège, un serpent qui se mord la queue. Et lorsqu'on voudra maintenant sur le terrain avoir des choix plus larges, on comprendra qu'en temps on s'est tiré nous-mêmes une balle dans le pied. Et je crois qu'il faut se bousculer très vite. Merci pour ces avant-propos. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous de lundi au vendredi pour poser un regard critique sur l'actualité. Notre convoqué ce matin, Dr Adama Koulibaly. Bonjour une fois de plus et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour. Alors je rappelle que vous
vous êtes président de l'Alternative patriotique panafricaine Burkindi, APP Burkindi, un parti de gauche créé en 2018. Et comme tout parti, justement, votre ambition, c'est la conquête du pouvoir d'État. On se rappelle, en 2020, vous avez tenté d'être, en tout cas, dans les starting blocks. Le reste, on connaît ce qui s'est passé. Votre candidature a été bloquée, dossier incomplet. Alors aujourd'hui, avec le recul, cette expérience, ça fait grandir votre parti. Comment vous le vivez maintenant ? Très bien, nous ne sommes jamais fait d'illusions en ce qui concerne les systèmes électoralistes tels qu'il est pratiqué en zone France-Afrique, si on veut, en zone en tout cas néocoloniale. Ceci étant dit, nous avions décidé d'y aller et je dois dire qu'en fait mon dossier n'était pas incomplet. Il était bien complet le jour où le jour de la validation. Il y avait mon mandataire avait bel et bien la quittance du Trésor public et la caution avait été payée par chèque de banque. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? On avait peur du candidat Koulibaly ? Alors ça, c'est la question devrait être posée à ceux qui ont manœuvré pour écarter ma candidature. En tout cas, en ce qui nous concerne, à l'APP Burkindi, en ce qui me concerne, nous avons toujours été confiants parce que notre combat politique, enfin notre combat patriotique n'a pas commencé avec la création de l'APP Burkindi. Elle a commencé depuis bien longtemps avant. Nous avions décidé de rejoindre nos aînés qui se battaient déjà dans le mouvement scolaire, dans le mouvement étudiant. Donc nous avons été des militants qui avons contribué aux différentes luttes pour l'élargissement des libertés démocratiques dans notre pays. Et nous en sommes fiers et nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin en créant un parti lorsque nous avons constaté que l'espoir suscité par l'insurrection de 2014 et la résistance populaire au coup d'État de 2015, cet espoir avait été trahi par les MPP au pouvoir. Et donc c'était la trahison d'un espoir, mais il y avait aussi des acquis, et de longs acquis qui venaient de loin depuis 1966 et qui nous avaient été enseignés par ceux qui avaient lutté contre la colonisation. Nous avons considéré que tout cela était trahi. Et bien voilà pourquoi nous avons décidé d'aller dans l'arène pour bousculer ces gens qui étaient dans une position confortable, puisque ceux qui sont les plus dangereux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de patriotes parmi eux, mais parmi leurs dirigeants, les politiques qui ont été menées ne sont pas des politiques patriotiques ni intègres. Donc, eh bien, ça les arrange que nous, des gens comme nous, soient à l'écart, à les critiquer seulement, puisque dans tous les cas de figure, ils finissent par valider leur forfait par eux-mêmes et par les institutions sous-régionales et par les représentants de la France-Afrique ici et en Europe. D'accord. Alors, à la création de votre parti en 2018, vous avez décidé d'être un parti centriste, ni de l'opposition, ni de la majorité. Cela a changé en 2021. Vous avez déclaré votre appartenance à l'opposition. Qu'est-ce qui a fait varier, je dirais, cette position-là ? Je ne crois pas que ça ait été varié, parce que je dois préciser que nous n'avons pas dit que nous étions centristes. Nous avons dit dès la création que nous sommes un parti patriotique de gauche qui s'appuie sur ce que nous avons appelé l'Awal Burkindi, c'est-à-dire le chemin de la dignité, et avec comme comportement du quotidien le Horonya, le comportement de l'honneur. Eh bien, nous avions simplement dit que la politique dans notre pays a été confisquée par un système un système bicéphale. D'un côté le CEFOP et de l'autre la PMP, et donc ils jouaient à un jeu de chaises musicales entre eux. Et nous ne voulions pas rentrer dans ces systèmes, parce que nous sommes venus vraiment pour bousculer les choses, pour prendre le pouvoir et pour apporter une nouvelle gouvernance dans le pays, pour apporter la preuve dans la pratique, par l'exemplarité, qu'il est possible de gouverner autrement dans ce pays par des patriotes qui ne sont pas animés par autre chose que par le service, la mission de servir. Servir et non se servir. C'est ce que nous avons dit le 2 juin. Donc, en fait, nous ne voulions pas nous mêler, mais dans la communication de ceux qui ont voulu nous ridiculiser, il est apparu que nous n'étions ni de gauche ni de droite, ce qui est une position un peu curieuse. Nous sommes de gauche. Résolument de gauche, résolument du côté du peuple, mais pas d'une gauche dogmatique. Nous avons dit qu'il fallait que les Africains apprennent à créer eux-mêmes leur propre vision, leur théorie politique. Et nous sommes partis de nos parcours, du parcours de ce que nous avons pu constater aussi dans le reste du monde, notamment l'histoire de la gauche, du libéralisme, qui a pensé que tout était bon après la chute du mur de Berlin. Eh bien, ça y est, c'était la fin de l'histoire, c'était le capitalisme triomphant. On voit bien la crise majeure au niveau mondial, avec toutes les guerres qui
qui interviennent. Mais donc nous avons dit il faut que nous retournions vers nos valeurs essentielles africaines pour nous inspirer de ça, pour pouvoir créer à partir de nos conditions réelles une vision endogène qui soit ouverte sur le monde et pour pouvoir justement proposer quelque chose que nos populations puissent comprendre et que par la suite, une fois au pouvoir, il va être beaucoup plus facile de dérouler notre programme. Ok. Monsieur les juges, vous avez la parole. Ok, d'accord. Vous faites beaucoup la navette entre la France et le Burkina Faso. Vous êtes dans le domaine des sports et également dans le domaine des affaires. Alors, comment est-ce que vous gérez ce parti-là à distance? Parce que quand on cherche à inviter le président, il n'est pas encore venu ou bien il est reparti hier. Oui, là, je vous concède que je ne suis pas souvent là, mais nous avons un parti dont l'ossature principale se trouve au Burkina Faso. Dans les régions, déjà à la création du parti, nous avions toutes les régions qui étaient représentées à l'Assemblée générale constitutive. Eh bien, nous avons notre dernière réunion du bureau politique national au mois de juin, malgré l'insécurité, 10 sur des 13 régions étaient représentées. Donc, c'est pour dire que le parti vit et fonctionne et avance, travaille au Burkina Faso avec des cadres absolument compétents qui sont des militants aguerris. Donc voilà pourquoi, évidemment, que je sois ici ou pas, les partis fonctionnent quand même. Et d'ailleurs, nous avons des cadres qui sont tout à fait en mesure de représenter, de porter la parole du parti partout où besoin est. Je pense que tout à l'heure, Bernard abordait un pan de celui que nous recevons aujourd'hui. 7e dan, ceinture noire, c'est taekwondo. Oui. C'est quoi votre histoire avec le sport? Je suis tombé un peu dedans tout petit, comme la plupart des Burkinabés. On sort, on joue au ballon, on court, surtout à Bobo, on fait des flip-flops dans la rue. Et dès tout petit, eh bien, moi, j'aimais beaucoup bouger. Je devais être ce que certains appellent hyperactif, peut-être, j'en sais rien. Dans tous les cas de figure, je me suis retrouvé à me cacher pour aller à la gymnastique acrobatique au Patro Saint-Vincent-de-Paul. Eh bien, ça a été une formidable découverte pour moi. Eh bien, j'ai pratiqué la gymnastique acrobatique et jusqu'au lycée, où j'ai eu, après avoir eu la chance de bénéficier de cet enseignement, j'ai moi-même été par la suite entraîneur. J'ai eu l'honneur d'être entraîneur des gymnastes acrobates de Patro. Mais entre-temps, j'aimais beaucoup lire. À l'école primaire, à travers les lectures, j'ai découvert le magazine Bushido, qui est devenu, il y avait le magazine Bushido et karaté. Et bien, comme tous les jeunes, on voyait bien, quand on avait l'occasion, les films de karaté de Bruce Lee, on avait envie de faire. Et donc, j'ai commencé à apprendre tout seul avec mon frère, mon cousin, mon frère, dans les magazines. Et après, on a découvert un pratiquant de karaté dans le quartier. Un grand frère qui nous a initiés. Et je peux vous dire que la première séance, déjà, comme on s'entraînait déjà, il nous a fait taper sur des bouts de pneus. Et bien, tout ça, c'était en sang. Alors, quand j'ai arrêté, il m'a dit, continue, sinon je t'assomme. On a continué. On a continué. Après, il nous a soignés. On était à l'entraînement. Au bout d'une semaine, il nous a massacrés. Et tous les deux, je ne pouvais plus manger pendant une semaine. Mais dès le lendemain, mon frère, lui, il avait un œil au beurre noir. Mais on était là parce qu'on voulait. Dès le lendemain encore. En tout cas, ça continue jusqu'à la découverte du taekwondo. Et puis, je suis monté à l'université. J'ai eu la chance aussi de créer un club de gymnastique à l'INGEPS, où la direction de l'INGEPS a accepté de m'accorder une salle le dimanche matin à l'INGEPS, où j'entraînais les étudiants à la gymnastique. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'être accepté par le maître Zongo Joachim, qui avait créé le club de l'université de Ouaga, dont j'étais son assistant, en même temps que l'assistant du grand maître Li Hongi, qui était ici à l'époque comme coopérant pour encadrer et former les Burkinabés au taekwondo. Et quand j'ai été en France, après une coupure de bourse, il n'y avait pas, le club était trop cher. Donc je me suis renseigné et j'ai créé un club qui est devenu très important aujourd'hui en France. Voilà l'histoire. Donc j'ai toujours pratiqué et c'est un formidable moyen de travailler sur son corps et sur son esprit. D'accord. Ok. Vous avez peut-être une précision. Vous avez également milité dans plusieurs associations scolaires et estudiantines. Il y a l'UGEB, il y a l'ANEB. Aujourd'hui, votre regard sur l'actualité au campus, notamment les universités publiques, avec ce débat autour du Fonds national de l'éducation et de la recherche, plus de 5000 dossiers qui ont été rejetés et le motif qui a été avancé, le manque de ressources. Alors, comment il faut justement réformer ce système-là pour pérenniser l'aide qui est apportée aux étudiants?
Ou bien on tend vers la suppression de ce qu'on appelle le FONER? Ah oui, je pense qu'on tend vers cette suppression, ce qui est absolument scandaleux. Déjà, nous, à notre époque, nous avions la très grande chance de bénéficier d'une bourse. Et puis, on a vu que les pouvoirs que nous combattions à l'époque, moi j'ai été secrétaire général de l'association des scolaires de Bobo et délégué général du lycée Ouezin Koulibaly. Donc bon, j'étais exclu d'ailleurs du lycée pour activités subversives. Hein. Mais bon, nous avons continué, mais nous avons eu la chance d'avoir des bourses et de nous organiser au sein de la FVO qui est devenue l'ANEB, du GEB. Mais c'était, même avec les bourses coupées, nous étions très solidaires. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'étudiants et il y a beaucoup moins de moyens, alors qu'à côté de ça, nous voyons qu'il y a énormément de moyens pour les campagnes politiques, par exemple. Et puis aussi des moyens qui sortent, par exemple l'affaire du charbon fin, où en fait c'est beaucoup d'argent qui sort, où l'État s'est fait l'avocat de ceux qui sont plus ou moins pris les pieds dans le tapis avec cette affaire-là. Donc je pense que c'est à l'image même du pays, de la gestion du pays. Et donc on tend vers ça, mais il faut protester contre ça. Au contraire, nous devrions revenir à une situation où les plus démunis de nos étudiants, de nos enfants, doivent pouvoir bénéficier de la solidarité nationale et qu'on puisse leur accorder des bourses. Et il est possible de trouver ces moyens-là s'il y a une bonne gestion du pays. D'accord. Alors, en avant-propos, Bernard est revenu sur les relations entre la France et certaines de ses anciennes colonies. On a le cas du Mali. Vous vivez entre Ouagadougou et Paris. Quelle est aujourd'hui la lecture de l'opinion publique française sur cette question-là, notamment ce qu'on appelle le sentiment anti-français? Oui, en France, je peux vous dire, moi j'ai participé avant d'arriver là, suite aux sanctions de la CEDEAO, à toutes les manifestations d'ailleurs qui ont été organisées en soutien au peuple malien. Je peux vous dire que c'est un sentiment, c'est une véritable lame de fond au sein de la diaspora africaine et aussi au sein des amis de l'Afrique, qui sont aussi des Français. Vous avez sans doute, en tant que journaliste, suivi les propos du député Lecoq, du Parti communiste français, et bien d'autres. Et même quand Mélenchon de la France insoumise est venu à Ouaga, vous avez pu suivre ce qu'il a dit. Donc il y a un véritable sentiment anti-France-Afrique. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous parlons en français, n'est-ce pas, ici. Et ensuite, il se trouve aussi qu'il y a une longue histoire très controversée et très aussi, on va dire, défavorable pour l'Afrique avec la France, mais le fait est que nous avons une longue histoire en commun et que certainement il y a un avenir aussi en commun, certainement. Par contre, il y a un système de captation des richesses et des pouvoirs au niveau de la France, où on massacre des gilets jaunes aussi, et également dans nos pays africains, où les représentants de la France-Afrique ici, qui gouvernent aussi dans l'économie, parfois même dans l'armée, également, surtout dans le politique, eh bien, ces gens-là ont une politique antisociale telle que, finalement, les gens finissent par indexer l'ancien colonisateur. Parce qu'il ne s'agit pas d'un sentiment anti-France, il s'agit d'un sentiment anti-France-Afrique. C'est-à-dire un système de prédation séculaire. Docteur Adama Koulibaly est notre convoqué du jour. Il est le président de l'APP Burkindi. Avec lui, nous allons parler en tout cas de la situation nationale et la transition qui est en processus au Burkina Faso. Alors, en début de l'émission, on le rappelait, cela fait un peu plus d'un mois que le MPSR est aux affaires. Dans le cadre des concertations, il y a les partis politiques qui ont été reçus par le président, le lieutenant-colonel Damiba. Comment vous avez apprécié cette décision des nouvelles autorités de mettre de côté les acteurs politiques? Vous l'avez bien vécu, vous avez compris cette démarche-là? Ça se comprend parfaitement bien, même s'il y a une grande confusion dans cette affaire. Ça se comprend, parce qu'effectivement, le constat est que, le constat que font les militaires du MPSR, c'est que le chaos actuel relève de la responsabilité de la classe politique. Puisqu'il a dit, nous étions représentés, le jour de la rencontre, moi je n'étais pas là, mais nous étions représentés à travers l'ONA. Et bien, il a dit que c'est la classe politique, c'est les hommes politiques qui nous ont plongés dans le chaos que nous vivons. Mais je pense que mettre tout le monde dans le même sac, c'est une grave erreur. Nous ne nous sentons pas du tout co-responsables de cette situation. Par contre, il faut dire que cette responsabilité est transversale. Pour moi, il s'agit de l'échec d'un système. Le système, en ce qui nous concerne, parce qu'il ne faut pas toujours indexer les autres, c'est nous-mêmes. Et c'est le système qui a pris pied depuis l'assassinat du président Thomas Sankara et qui est animé à la fois par les hommes politiques, certes,
les femmes et les hommes politiques, mais également par la haute hiérarchie militaire puisque l'armée a été politisée, sous Blaise Compaoré, rappelez-vous, hein, et ça a continué d'ailleurs avec le pouvoir actuel, au point de diviser d'une certaine manière nos forces de défense et de sécurité. Il y a également les hommes, le milieu des affaires, ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Et la structure économique de nos États néocoloniaux est telle que, pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire des affaires de manière pérenne, on est quasiment obligé de s'allier, de faire des délits d'initiés du côté du politique, et puis aussi des hommes d'affaires, d'être à la solde de certains hommes politiques, puisque c'est la courte échelle pour arriver, pour s'enrichir. Donc, il y a cette responsabilité au niveau de la classe économique. Il y a une responsabilité aussi au niveau de la classe dite intellectuelle, notamment les universitaires. Rappelez-vous que le pouvoir qui vient d'être évincé par un coup d'État avait autour de lui et en son sein énormément d'universitaires. Et donc, c'est une responsabilité transversale et non pas seulement une responsabilité des hommes politiques et des femmes politiques. Au niveau des politiques, nous, au niveau de la PP Burkindi, nous ne nous sentons pas du tout concernés par cette affaire-là. Parce que nous n'avons jamais accepté de répondre aux sirènes de ces gens. Et nous n'avons jamais cautionné ce système de grande corruption morale et aussi économique. Et nous avons au contraire décidé de faire la politique autrement depuis notre création. Et nous sommes dans cette démarche encore aujourd'hui. D'accord. Juge Bouma. Alors, vous dites que vous ne vous reconnaissez pas dans ces propos, tout en n'ayant pas effectivement la responsabilité de la classe politique, tout comme des autres entités de la société burkinabé. Mais la réalité, c'est implacable. Le premier constat, c'est que cette situation est un échec de notre classe politique dans son ensemble, opposition comme majorité. Oui. Par leur façon de faire, parce que ce n'est quand même pas comment on appelle ça, une grosse part de responsabilité par rapport aux autres entités de la société burkinabé. Oui, je crois. Ça c'est indéniable. Ça c'est indéniable. Mais ça serait en fait se voiler la face que de penser que ces gens-là ont eu des complicités, ont bénéficié de complicités dans toutes les strates de notre population, y compris d'ailleurs ceux qui acceptent de prendre 2000 francs pour aller voter pour eux, sachant que pendant 5 ans ils vont vivre la misère. Donc c'est-à-dire qu'il y a un délitement moral, mais vraiment insoutenable. Donc ça, c'est très grave. Mais effectivement, puisque c'est les politiques qui dirigent, le président Kaboré était le chef suprême des armées. Donc c'était lui le chef de l'armée, des militaires, et le chef de tout le monde. Donc il était un politique par excellence. Et son échec est l'échec aussi de la classe politique. Précisément de cette classe politique plus que trentenaire, obsolète, complètement anachronique et largement corrompue. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, vous avez raison, c'est un échec de cette classe politique, mais également un échec de l'ensemble aussi de ceux qui réfléchissent au devenir de notre pays. Alors, pour le choix des 15, quand on a regardé, peut-être que parmi eux, il y en a qui sont dans des partis politiques, mais qui ne sont pas encore officiellement affichés, mais le choix a été fait dans les milieux des médias, dans les milieux de la justice et des défenseurs des droits humains, dans les milieux de la recherche, pour pouvoir sortir un travail qui réponde, en tout cas, aux besoins, aux défis du moment. Pour le faire, plusieurs personnalités ont été contactées pour apporter également leur contribution. Est-ce que vous avez été contacté dans ce sens-là? Oui. La commission technique, pardon. Oui, absolument, oui, à travers l'ONA. Mais je dois vous dire que bien avant la mise en place de la commission technique, nous, en tant que patriotes, lorsque nous avons entendu le discours du président Paul-Henri Sandaogo Damiba, représentant les MPSR, son premier discours, nous nous sommes dit que peut-être qu'il a eu l'occasion de prendre connaissance de notre manifeste. Puisque ces accents patriotiques, cette volonté d'échanger, de refonder, eh bien c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis notre création. Et nous, bien avant donc la mise en place de la commission, nous avons envoyé un courrier avec des propositions, et nous sommes heureux de constater, si toutefois ce que certains médias ont rapporté au niveau de la commission, du résultat de la commission est avéré, nous sommes plutôt heureux. Nous avons donc, dans un premier temps, envoyé donc nos propositions, et dans un second temps, dans le cadre de l'ONA, nous avons été reçus par la commission technique, nous avons fait des propositions, cette fois-ci dans le cadre de l'ONA. D'accord. C'est vrai que vous parliez de l'ONA, Bernard Bougma rappelait, où c'était le président, l'échange qu'il y avait eu entre le président du FASO et les partis politiques, celui que vous représentez, le professeur Souba, de ce que nous était revenu, il a bien dit, notamment aux militaires, que
parmi vous, autant il y a des patriotes, même parmi les hommes politiques aussi, il y a des patriotes qui peuvent apporter quelque chose. On a l'impression qu'on veut mettre au chômage technique l'homme politique pendant la période de la transition. Donc, il y a au niveau de l'ONA cette envie d'apporter. Vous pensez que l'homme politique peut apporter quoi dans ce moment-là? Je pense que toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, surtout organisés aussi, parce que ça limite les marges d'erreur, peuvent apporter quelque chose. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre, il ne faut pas l'oublier. Et de guerre contre l'insécurité, 2/3 du territoire occupé, près de 2 millions de déplacés internes, des milliers de morts, et avec aussi, comment dirais-je, la malgouvernance. On voit les drames qui s'est passé là récemment avec ces jeunes qui sont morts de manière dramatique en allant chercher leur pitance dans des mines artisanales. Et dans ce contexte-là, n'importe quel patriote doit se poser la question de savoir quel peut être son apport pour que cette transition ne soit pas un échec. Sinon, nous sommes au fond du trou, mais ça risque d'être totalement l'abîme. Donc, en ce qui concerne l'ONA, nous avons fait des propositions. Nous attendons de voir les rapports, en espérant que les propositions que nous avons faites rejoignent les propositions de la plupart des forces vives de la nation qui ont également fait des propositions, et que de cette synthèse-là sortiront des propositions qui nous permettront vraiment d'aller ensemble, parce qu'il s'agit en réalité aujourd'hui de mettre ensemble nos intelligences collectives, les intelligences des hommes intègres et des patriotes. Et nous, au niveau de l'ONA et de l'APP Burkindi, nous faisons un devoir patriotique, non pas pour soutenir des militaires, parce que nous sommes par principe contre les coups d'État. Mais c'est une situation particulière, et puis de toute façon, il faut prendre acte de ce qui s'est passé. On ne pouvait pas, peut-être, de notre point de vue, descendre plus bas que les dangers auxquels on était confrontés, la disparition même de la nation. Donc, nous, au niveau de l'ONA, nous réfléchissons. D'ailleurs, nous avons pas mal d'autres partis qui sont en train de taper à la porte de l'ONA aujourd'hui. Nous allons sans doute renforcer l'ONA, mais de manière à ce qu'elle reste ce qu'elle a été, c'est-à-dire défendre notre constitution, défendre la patrie, et faire en sorte que les gens qui viennent là-dedans aiment davantage le pays et soient prêts au sacrifice pour le pays. C'est ce que nous pouvons apporter, puisque nous ne savons pas aujourd'hui très exactement ce qui est proposé. Justement, on ne sait pas ce qui est proposé. Dans tous les cas, on a quelques brides qui sont données. Oui. On attend que ce soit officiel. Mais vous dites, vous avez fait vos propositions. On sait que les grandes lignes, c'est la durée de la transition. On sait que lorsqu'on parle des grandes lignes, c'est les institutions qui vont composer cette transition. Et puis, évidemment, comment est-ce qu'elles doivent être composées? Il y a la question des valeurs aussi qui doivent être défendues, qui sont ressorties. Vous, quelles ont été quelles sont vos priorités quand vous regardez dans tout ce qui avait été demandé? Alors, pour nous, la priorité, c'est d'abord la question sécuritaire. Parce que nous ne pourrons rien faire du tout si, en fait, c'est d'autres qui nous dictent ce que nous devons faire. Et si le pays sombre totalement. Et pour cette question sécuritaire, nous avions, dans nos propositions, nous voulions qu'il y ait un commandement unifié, en fait, de FDS. Ce qui était le cas, ils ont pris cette mesure, d'ailleurs. Nous, ça nous va. Le côté N? Oui. Ok. Oui. Nous, ça nous va. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a une réflexion pour essayer de rendre un peu plus efficace notre approche de cette question de riposte au terrorisme. Donc ça nous va. La deuxième priorité pour nous, c'est de pouvoir combattre l'impunité. C'est-à-dire que nous pensons qu'il va falloir qu'on aboutisse à la création d'un tribunal spécial chargé de faire la lumière, de faire un audit général et d'enrôler tous les dossiers qui sont déjà à la SE, à l'autorité supérieure, dans les coffres de l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, et de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, également du RENLAC, et que les citoyens doivent pouvoir nous indexer certaines indélicatesses, et que ce tribunal-là puisse avoir les moyens. Non pas comme c'est le cas, puisque rappelez-vous que le procureur dit que par rapport à l'affaire de Charbon-Fin, il n'a pas beaucoup de moyens. Il faut donner des moyens à la justice pour que, et si toutefois
certains accusés, puisque ça, il peut y en avoir. On ne peut pas dire qu'on est tombé dans le trou, qu'il y a de la corruption, que l'observateur Palga en parle et qu'il n'y ait pas de réaction, il n'y ait pas d'attaque contre l'observateur pour diffamation. Ça veut dire qu'il y a des réalités et il y a quelque chose de vrai derrière. Donc, il faut trouver les coupables, il faut juger, et puis qu'ils puissent nous ramener ce qu'ils ont volé. Et ensuite, que ceux qui seraient coupables, ceux qui sont blanchis, pas de problème, ceux qui sont coupables, qu'ils puissent être frappés d'indignité civique pendant au moins 10 ans. Et que ceux qui viendraient se dénoncer par eux-mêmes, que ce soit plutôt 5 ans. Et parce que tant que nous n'aurons pas le courage de prendre à bras le corps cette affaire, eh bien, nous serons tous ensemble indignes. L'impunité ne peut pas être un projet de société. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a un second front de guerre, c'est la guerre contre la corruption. Et là, je viens de vous décliner un peu ce que nous pensons comme axe qui peut nous permettre de commencer à aborder ces taux de front de guerre. D'accord. Alors, parlant de la classe politique, vous l'avez dit, il faut nécessairement renouveler cette classe politique-là. Mais on renouvelle cette classe politique comment? Est-ce qu'il faut mettre la vieille classe entre griffes à la retraite anticipée? Est-ce qu'il faut des garde-fous au niveau des textes, en tout cas une réforme au niveau des textes pour encadrer tout cela? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les deux. Vous avez parfaitement abordé ce qu'il faut. C'est-à-dire que cette classe politique obsolète, qui est prédatrice, j'insiste là-dessus, et qui nous a entraînés dans des chemins de traverse pendant trop longtemps. Et cette classe politique-là doit tirer sa révérence, elle doit faire son introspection et comprendre qu'elle a fait du mal à notre pays et à l'Afrique. Parce que nous sommes un parti panafricaniste. Et nous considérons que le Burkina doit être un maillon fort en Afrique pour la future unité qui sera définie par les Africains comme ils voudront, mais cette future unité de l'Afrique, elle est indispensable. Concrètement, c'est qui? Comment? Concrètement, c'est qui? Cette classe politique? Oui, c'est qui? Eh bien, c'est d'abord les MPP. C'est d'abord les MPP-CDP, puisque c'est ce même système. C'est les mêmes qui gouvernent le pays depuis près de 40 ans. Rappelez-vous que c'est eux qui étaient qui ont conçu ce système, le président Kaboré et ses compagnons qui dirigeaient les MPP ou les CDP. Lui-même a été dirigeant du CDP, rappelez-vous. Pendant la campagne de 2015, il a d'ailleurs dit que c'est celui qui habite la case qui sait par où sont les trous par lesquels l'eau passe quand il pleut. Et que donc, eux, ayant gouverné le Burkina, étaient les mieux placés pour redresser le Burkina. Ça a été tout le contraire, tout l'inverse. Et c'est les mêmes qui sont là. Et c'est une question de système, c'est pas une question d'homme en tant que tel. Parce que parmi eux, il y a des jeunes qu'ils ont cooptés, mais qui sont comme eux. Et donc c'est ce système de gouvernance qui n'a pas de valeur en faveur du peuple qu'il faut changer. Donc c'est ceux qui ont gouverné avec cette vision qui est france-africaine en réalité, qu'il faut, et qui s'appuie sur les accords coloniaux en réalité, et qui s'appuie aussi sur la prédation des bradages de nos richesses. C'est ça qu'il faut changer, c'est ce système-là. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs ce système-là au départ a commencé avec la violence en politique. Tous ces assassinats, rappelez-vous. Une fois que la peur, le terrorisme d'État était ancré, que les gens finalement avaient accepté cela, ça a été quoi? C'est le délitement moral, la corruption, on achetait les gens, c'était la politique des feuilles que Norbert Zongo dénonçait. Et cette politique des feuilles, à un point tel que l'argent est devenu une valeur, alors que ce n'est qu'un moyen. Et on a piétiné nos valeurs ancestrales, qui sont contre le vol, contre la concupiscence, contre également, comment dirais-je, le mépris de la misère des autres. Donc c'est ce système-là qu'il faut combattre. Donc il s'agit de nettoyer les écuries d'Augias. Et les responsables de cette saleté, c'est l'ensemble de cette classe politique qui a gouverné. Ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système qu'il faut changer. Et on les écarte comment? En mettant des garde-fous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en mettant des garde-fous. Voilà pourquoi nous avions proposé à ce que cette transition ne fasse pas les mêmes erreurs, qu'on ne dise pas au bout de 6 mois, 1 an, il faut terminer. Ce n'est pas une question de délai. Et nous avions proposé, nous, par exemple, de 24 mois à 36 mois maximum, sans que cela ne soit, à la fin de la transition, ne soit forcément adossé à la fin de l'insécurité. Mais qu'il y ait des résultats d'étape, avec des retours sécurisés des populations, avec aussi cette question de justice dont je vous ai parlé, justice spéciale, et qu'il y ait des garde-fous aussi dans les propositions qui seront faites sur la transparence des élections,
qu'on évite justement de prendre des lois comme ça a été le cas en 2020, en janvier 2020, modification de la loi électorale à l'Assemblée nationale, en août 2020, deuxième modification, la première modification anticonstitutionnelle puisqu'elle permet à donner des pouvoirs, des grands pouvoirs à la CENI qui pouvaient invalider des candidatures, ce qui a été mon cas, sans que le Conseil constitutionnel puisse revenir là-dessus, puisque le Conseil constitutionnel est tenu d'examiner les recours seulement si ces recours portent sur une demande d'exclusion d'un autre candidat et non pas pour la réintégration d'un candidat. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est contre la Constitution, contre la liberté. Ensuite, en août, je ne vais pas épiloguer là-dessus, en août, ça a été la consécration de l'apartheid électoral en écartant certaines zones. Donc il lui valu, par exemple, trouver un modus vivendi pour que les élections soient reportées et qu'on puisse libérer les territoires et puis revenir aux élections. Au lieu de ça, on a préféré faire ce qu'on a vu avec tous les dysfonctionnements qu'on a vu et la fraude électorale. Mais vous, apparemment, quand on vous écoutait, vous parlez du MPP, CDP. Moi, j'avais l'impression que vous disiez qu'il faut écarter certains. Non, il ne s'agit pas. Oui, non. Vous qui il faut qu'il y ait la justice. Vous qui en avez souffert, c'est... Non, c'est le peuple qui en a souffert. C'est le peuple qui en a souffert. De ceux qui ont pu candidater. Ah oui. Voilà. Non, pour nous, ce n'est pas une souffrance, parce que nous ne faisions aucune illusion, parce que le jeu était déjà fait. Nous ne faisions aucune illusion, mais nous voulions profiter de cette occasion pour aussi ébranler le système. Mais nous étions convaincus que nous pouvons gagner. Nous sommes convaincus d'ailleurs que ça va arriver. Mais nous ne faisions pas d'illusion compte tenu de la manière dont le système est. Donc, nous ne sommes pas contre des individus, contre des personnes. Nous pensons que ce système-là, s'il était bon, il n'y aurait pas eu de coup d'État, par exemple. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le coup d'État, c'est pas bon. S'il y a un coup d'État qui arrive, c'est que le système fonctionne mal. Donc il faut que nous puissions trouver ensemble un système de valeurs, un système de gouvernance qui soit pérenne, avec des garde-fous que tout le monde est tenu de respecter, quel que soit son rang. D'accord. Alors vous êtes effectivement à Paris, vous faites la navette entre Ouagadougou, Paris et tout. Alors il y a aussi la diaspora burkinabé qui a observé ce qui s'est passé et qui entend aussi apporter sa partition. Comment est-ce qu'elle entend apporter sa partition pendant cette période de transition? Alors, nous sommes en train de nous réorganiser au niveau de la diaspora burkinabé pour justement être en mesure de faire des propositions et d'apporter une contribution substantielle, surtout en termes de réflexion, sur ce qui est en train de se passer. Et avant ça, d'ailleurs, nous avions prévu certaines rencontres, il y en a eu déjà. Je dois vous dire que face à certains drames dans le pays, à plusieurs occasions, nous nous sommes retrouvés et nous avons organisé des quêtes pour venir en soutien aux familles des victimes ou des blessés. Et à plusieurs occasions, et également à l'occasion de l'insurrection, nous avons créé ce que nous avions appelé le collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Et nous avons fait beaucoup d'activités, des manifestations, d'interventions dans les médias pour soutenir les luttes qui se mènent ici. Donc nous sommes très, très mobilisés, très sensibles à ce qui se passe. Vous êtes également divisé sur le plan politique. Le MPP a ses représentants là-bas, l'UPC, le CDP. Chaque parti politique tente de avoir son représentant France, Belgique, États-Unis. Donc c'est une diaspora aussi qui est très politisée. Est-ce que ça ne va pas se déteindre sur la qualité de vos offres de contribution? Pourquoi je vous ai parlé justement du collectif contre la confiscation de la démocratie? Dans ce collectif-là, nous avions des organisations de la société civile, des organisations amies, mais également des partis politiques. Au sein du collectif, nous avions par exemple l'UPC et le MPP à l'époque. Est-ce que CDP, je ne suis pas sûr. En tout cas, nous, en France, nous arrivons, en tout cas, nous faisons des efforts pour pouvoir nous parler malgré les différences, malgré les options politiques. Donc, quand il s'agit de l'intérêt du pays, nous pensons, nous à l'APP Burkina en tout cas, qu'il faut que les patriotes, quelles que soient leurs options politiques, religieuses et autres, puissent se parler. Sinon, eh bien, nous n'aurions rien compris à ce qui est la vie en communauté, alors que nos traditions nous ont enseigné ça. Nos anciens nous ont toujours enseigné ça. Il y a un vivre ensemble. Dans notre pays, il y a ce que certains appellent des ethnies, moi j'ai des communautés, il y a près de 63 communautés, mais nous avons toujours vécu en bonne entente, sauf ces derniers temps où ce vivre ensemble est ébranlé aussi par beaucoup de drames. Sinon, nous essayons au niveau de la diaspora de faire en sorte de transcender ces oppositions-là. Alors, vous avez parlé de cette classe politique qu'il faut mettre à la retraite, de ceci ou de cela, mais il y a aussi
que les gens bien refusent de s'engager, ou bien des gens qui se réclament bien, ou bien qui pensent être bien, refusent de s'engager. Conséquence, on prend les mêmes, on recommence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi nous avons créé un parti. Parce que je peux vous dire que ça a été très dur pour nous de nous engager. Et certains d'ailleurs nous ont critiqué. Quand on a créé le parti, certains nous ont accusés d'être un appendice du MPP, s'ils savaient. D'être un appendice du MPP, d'autres nous accusent d'être des rouges, enfin, peu importe ce que les gens disent. Nous nous considérons comme étant des patriotes, nous avons décidé de nous engager de la même manière que nous nous sommes battus dans les mouvements militants, dans les mouvements, dans les syndicats d'étudiants, dans les syndicats des travailleurs, et ainsi de suite, dans les mouvements des droits humains. Et pour nous, s'engager en politique, c'est s'engager pour une mission militante. Nous sommes des militants, parce que le militantisme politique doit être par essence et par excellence un militantisme patriotique et d'intégrité. Et c'est ce que nous voulons démontrer. Vous avez parfaitement raison. D'accord. Parmi les défis du MPSR, vous avez parlé de la question sécuritaire. Quand on écoute beaucoup de Burkinabés, l'avènement du MPSR est une fenêtre d'opportunité pour repenser aujourd'hui ce qu'on a comme collaboration et partenariat avec certains pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quand on fait le lien avec ce qui se passe au Burkina et l'actualité malienne, quel est votre regard là-dessus, notamment en termes d'accords militaires? Tantôt Bernard a parlé du combat français qui a été bloqué à Kaya. Tout ça, c'est un débat qu'il faut mener. Oui, absolument. Absolument. Oui, c'est un débat qu'il faut mener. Nous sommes en France et en Europe, dans l'Occident de façon générale, nous avons constitué ce qu'on appelle la dynamique unitaire panafricaine. L'APP Burkindi est membre de cette dynamique unitaire panafricaine. Et nous menons une réflexion justement sur les accords coloniaux. Nous avons organisé des conférences là-dessus. Nous faisons une sensibilisation au niveau des intellectuels africains et panafricains et sur la nécessité de dénoncer ces accords coloniaux et de les dénoncer et puis aussi de les supprimer. Et donc, l'APP Burkindi, dans ses propositions, a demandé justement la révision des accords léonins qui ne sont pas favorables au peuple burkinabé, et pour qu'on ait le courage d'avoir une diplomatie offensive qui nous permette de tisser des liens bilatéraux dans le seul esprit de coopération, de respect, et dans le seul esprit de l'intérêt bien compris des deux parties. D'accord. Nous sommes presque au terme de cette émission. Chaque juge a la parole pour soit un commentaire ou une question à notre convoqué du jour. Juge Bougma. Bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une part de sincérité à reconnaître qu'à un moment donné, la frange intellectuelle a refusé de prendre des positions politiques assumées en intégrant des partis politiques ou en créant des partis politiques, parce qu'elle disait justement qu'elle ne voulait pas aller s'acoquiner avec des hommes et des femmes qui ne sont pas intègres, qui sont corrompus, donc qui ne sont pas du tout à approcher. Conséquence, donc les mêmes ont continué de faire leur boulot, ont eu aussi le temps d'ailleurs de cloner, parce qu'ils ont appris à leur bon petit entre-griffes la même chose. Conséquence, effectivement, on a une classe politique à laquelle on ne fait pas confiance, mais on fait avec les mêmes acteurs. Quand on regarde l'après-insurrection populaire, c'est la même donne. Vous regardez même après les élections de 2020, ceux qui ont gagné dans les partis politiques au niveau des collectivités territoriales 2016 ou bien après l'élection de 2020 au niveau des législatives, ce sont les vieux barons, que ce soit dans les partis d'opposition ou que ce soit au MPP. Regardez au CDP, ceux qui ont gagné. C'est aussi ceux qui avaient cette longue expérience politique, qui ont des moyens, aussi qui ont des réseaux, donc qui ont des militants derrière eux. Donc il y a un regard qui est en train d'être changé. Il y a des jeunes qui ont compris qu'il faut s'impliquer. Je dis bien, ça effectivement, c'est bon à prendre. Mais maintenant, comment est-ce qu'on la met en retraite, cette ancienne classe politique? C'est beaucoup plus ma question. Et c'est là où c'est difficile de trouver une réponse, parce que c'est très difficile de dire, bon, vous, comme vous avez géré, mettez-vous de côté, alors que juridiquement, par exemple, vous n'avez rien à leur reprocher, parce que c'est ça aussi. Quelle intelligence trouver pour dire à des gens que vous avez été longtemps sur la brèche, reposez-vous? D'accord. Je me pose la question toujours. Voilà. Okay. Bon, moi, j'aurais plutôt une question, mais je pense qu'on a plus assez de temps, mais on pourra y répondre assez rapidement. On a quelques brides. On parle de 30 mois pour la transition. On parle de gouvernement, d'en gros, c'est 20 membres, selon les informations qui sortent. Et puis, un CNT de 21 membres. Ça vous convient, généralement? Oui, tout à fait. Les États-Unis sont un grand pays composé de plusieurs États. Ils ont très peu de ministres. Et ça fonctionne.
Et ici, d'ailleurs, on a l'impression qu'on démultipliait les ministères pour remercier les amis politiques qui ont aidé à gagner les élections. Et puis c'est pléthorique, et puis bon, ça fonctionne pas bien. Si ça fonctionnait bien, on n'en aurait pas été là. Donc nous, ça nous convient. Nous avions demandé à ce qu'il y ait au maximum 20 ministres. Et puis bon, à ce que aussi le nombre des députés soit réduit. Donc ça fait tout à fait partie des propositions que nous avions faites. Nous, ça nous convient parfaitement bien. Et surtout aussi que cela se fasse aussi de manière bénévole. Et la durée de la transition? La durée de la transition, oui, parce que si nous allons trop vite en besogne, eh bien, nous risquons d'avoir des surprises comme la dernière fois. Mais si ça dure trop aussi, ce n'est pas forcément, ce n'est pas parce que ça va durer longtemps que il y aura une garantie de succès. Donc tout est dans le contenu du travail qui va être fait. Docteur Adama Coulibaly, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alternative patriotique panafricaine Burkindi, APP Burkindi. Avec vous, on a parlé de la situation nationale, de la transition qui est en cours et ce qu'il faut mettre comme réforme, en tout cas, pour réussir cette étape, ce tournant de la vie politique de Burkina Faso. Merci d'être passé. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèle au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.